Corentin aurait pu être un super-héros venant de Gotham avec sa Batmobile. Eh bien, figurez-vous, les amis, que Corentin est beaucoup plus que ça. Et oui, il nous vient de Morteau et il est horloger. Et figurez-vous qu'il va partager son avis, il va nous raconter son histoire avec sa Rolex GMT Master 2 dite Batman. Allez, les amis, on démarre pour un nouveau comics de Petite Montre entre amis. Salut Corentin, ça va? Très bien, et toi? Ouais, je suis ravi de t'accueillir. Moi de même, de te rencontrer. Je t'appelle Bruce ou je t'appelle Corentin? Corentin, ça ira très bien. Corentin, c'est bon, tu me la montres cette Rolex Batman? Volontiers. Ouais, est-ce que tu penses que je peux l'essayer? Oui, volontiers, puis il faut mettre avec le costume. Ah, mais j'ai pas de costume, les amis. Vous voyez, moi, je suis toujours habillé tranquille, etc. Belle Rolex GMT Master 2. On a un super-héros, les amis, qui a un poignet de poulet. Ouais, je peux pas la fermer, hein. Bah dis donc, comment tu fais pour être un super-héros et avoir un poignet de poulet comme ça, toi? Ah bah je sais pas, mais en tout cas, tu pourras pas repartir avec. Ah bah voilà, les choses sont réglées. D'un autre côté, je lui ai amené une petite Rodania que j'ai chinée avec un cadran à tomber. Vous la regarderez, les amis, mais ce n'est pas le sujet du jour. Tu l'as acheté il y a combien de temps, cette Rolex? Je l'ai acheté en 2018. Ouais, donc ça fait presque quoi, un peu plus de 3 ans, presque 4 ans peut-être? C'est ça, oui. Ouais. À quelle occasion tu l'as acheté? Je l'ai acheté parce que je validais ma période d'essai à la maison Gégère Lecoultre. Ouais. Et j'ai pu avoir le pouvoir d'achat de me l'acheter. Et j'ai voulu justement me féliciter moi-même. C'est important de se féliciter soi-même qu'on arrive à atteindre certains objectifs. Ouais, bien sûr. Donc tu étais, t'étais sur liste d'attente? Comment ça s'est passé? Non, du coup, ça s'est passé comment? À l'époque, il n'y avait pas encore... Ça commençait les listes. Et je l'ai vu un soir et je me suis dit... J'avais déjà vu en magasin et je me dis, il me faut une pièce. Puis j'ai repensé à celle-ci. Puis j'ai dit... parce qu'on pouvait la trouver aussi en magasin à l'époque aussi, ouais. Même pour l'acheter. Et j'ai appelé plusieurs AD. Et un AD où mes parents connaissent bien, c'est le Prieur à Rennes. Et puis j'ai appelé, vous l'avez? Oui, on la reçoit demain, vous la voulez, monsieur? J'ai dit, volontiers. Et ça s'est fait naturellement, comme ça devrait se passer aujourd'hui. Et t'étais où à ce moment-là? T'étais déjà en Suisse? J'étais déjà en Suisse. Ouais. Puis ils me l'ont livré chez mes parents avec un livraison sur signature. Et ça s'est passé comme sur des roulettes, mais j'ai quand même un petit peu stressé. Tu l'avais essayé avant? Je l'avais essayé en magasin. En magasin, ouais. À l'époque, on pouvait tout essayer, quasiment. Ouais. Ah ouais, dis donc, les temps ont bien changé, les amis. Hein. Essayer des Rolex professionnels en boutique, c'est un truc quand même lunaire aujourd'hui. En seulement 3 ans, vous vous rendez compte, tout a changé. Donc, tu avais essayé la même en Batman, comme ça, bleu et noir? Le jour où je l'ai essayé, il y avait aussi une sub verte, une sub acier. Il y avait quasiment tous les professionnels ce jour-là. Ouais. Et puis, on m'avait déjà appelé pour une sub verte où j'avais demandé, à l'époque, on attendait 3-4 mois pour en avoir une, j'avais demandé une sub verte, à l'époque j'en voulais une, puis j'ai changé d'avis entre-temps, puis ça a été celle-ci. Ouais. Et j'ai même, pour te dire, j'ai refusé une sub verte. Ouais, mais bon, pourquoi tu as choisi celle-là? Quand tu dis tu as refusé une sub verte, bon, tu voulais une Rolex, tu voulais une GMT, tu voulais une Batman, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était de m'acheter une première pièce chez Rolex, vu qu'à l'époque, j'avais déjà deux Breitling. Et puis, parce que je suis amoureux de la marque Breitling, et à l'époque, c'était encore la philosophie avec les grandes pièces en 44, 46 mm, et moi, avec mes poignées de ras, ça va pas. Comme je dis, je pense d'un côté quand je la porte. Et celle-ci, pour moi, c'était le bon compromis en termes de fiabilité, d'esthétique. C'était, à ce moment-là, c'est ce que je voulais. Sur mon moment, à ce moment-là. Aussi simple que ça. C'est ça. Ok, donc il n'y a pas de dimension où tu aimes bien voyager, tu aimes avoir le temps dans sur une autre région du globe. Non, c'était purement esthétique, où je trouvais que l'aiguille du GMT, ça apportait un petit peps, quelque chose en plus. Ouais. Et donc tu te l'es payé parce que tu validais ta période d'essai chez Gégère Lecoultre. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi à l'époque? Tu étais horloger déjà, donc horloger de profession. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi de t'acheter une Rolex? Pour moi, que ça soit Rolex ou une autre marque, pour moi, c'était plus le fait d'avoir trouvé un travail en Suisse, dans une grande maison. C'était surtout ça, moi, le plus important. Après, que ça soit Rolex, Omega, Zenith, c'était juste mon envie du moment, en fait. J'avais envie de cette pièce-là. Ok, donc c'était plus le design. C'est ça, le design et puis la fiabilité. Ah, ok, donc il y avait quand même la notion de fiabilité. Fiabilité seule comme ça, ou de robustesse et de côté un peu où
tu sais que tu peux la porter dans toutes conditions, tu vois, sans vraiment risquer grand-chose. C'était l'époque où je commençais déjà à me renseigner sur YouTube sur tout ce que fait les différentes maisons, les histoires, le storytelling, tout ça. Et j'ai vu l'émission sur Wilsdorf, tout ce qui expliquait Rolex, comment aider la marque. Et puis ça m'a beaucoup plu, moi qui suis sportif et qui aime un peu les défis, ça m'a parlé. En tant que sportif, et de porter une pièce qui peut tout faire, moi ça m'a dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas. Ouais, ok. Tu penses que ton point de vue là, il est communément partagé finalement au sein des horlogers, c'est-à-dire que vous connaissez les manufactures de l'intérieur, vous bossez dessus, etc. Et que pour le coup, vous êtes moins pris par le marketing des marques, même si en l'occurrence, c'est un peu le marketing de Rolex qui t'a séduit là-dessus. Tu vois, parce que des montres du dépassement, du sport, du truc, de la robustesse, etc., ça fait partie de l'ADN de la marque Rolex, mais il n'y a pas que Rolex qui est dans ce... Je vais te dire quelque chose qui va te choquer un peu, mais pour la plupart des horlogers qui sont en Suisse, ils n'aiment pas Rolex. Ouais. Parce que Rolex, en fait, c'est super bien étudié. Donc en termes de productivité chez eux, c'est à fond, quoi. C'est à fond les manettes parce que tout est fait pour marcher du premier coup. Donc en tant qu'horloger, comme tout fonctionne, on assemble un Lego, quoi. Puis ça fonctionne du premier coup. Ouais. Donc à titre personnel, pour celui qui travaille, c'est plus compliqué, c'est peut-être moins passionnant. Par contre, ça confirme, côté client, que c'est quand même tellement bien réglé, tellement bien fait, tellement bien usiné, organisé, processé, que tout ça, ça nourrit la perception avérée de précision, de robustesse, de fiabilité, c'est un mélange de tout etc. ça. C'est un mélange de tout ça. Ok. Pourquoi en Batman comme ça? Parce qu'elle est finalement connue, sans être très connue, cette montre-là. Elle est plus connue avec la lunette rouge et bleu, tu vois, qui est vraiment... qui date des années 50, les 53 ou 55, les amis, les premières GMT Master qui étaient déjà bleu et rouge. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu celle-là en noir et bleu? Purement une affaire de... Pour moi, c'était esthétique. C'était esthétique, et puis à l'époque, je faisais en freelance modèle photo, puis j'entendais parler que de Rolex. J'ai dit, je vais regarder chez Rolex. Et puis finalement, je me suis dit, c'est pas mal, parce qu'à l'époque, je n'aimais pas, c'était un peu la montre, où ça me faisait un côté très bling-bling. Et je me suis renseigné, puis c'est là que j'ai regardé la vidéo, et je me dis non, en fait Rolex, il y a une vraie histoire, puis il y a un vrai patrimoine derrière. Et je me dis pourquoi pas, j'avais déjà une Submariner, et pourquoi pas m'en reprendre une, j'avais dû la vendre pour mes projets perso, et pourquoi pas m'en reprendre une aujourd'hui, parce qu'à l'époque quand j'avais acheté, c'est quand je faisais de la photo, c'était le côté un peu fashion, fallait une Rolex, tout ça. Puis voilà, je vais être honnête avec toi. Tu faisais déjà des études d'horlogerie à l'époque? J'étais déjà horloger, mais j'avais fait une année de césure, où c'est l'époque où il y a eu une crise horlogère, puis je me suis dit, je vais faire de la photo, j'étais monté sur Paris, et avec les premiers cachets que j'ai fait, j'ai plus du travail que j'avais fait à des économies à l'époque, et je me suis payé ma première Rolex comme ça. Mais c'est le côté un peu fashion. Et donc tu l'as revendue depuis? Je l'ai revendue pour des projets perso, oui. Tu regrettes de l'avoir vendue? Aujourd'hui, oui. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était ta première? C'était ma première, oui. Mais à l'époque, moi, il n'y avait pas ce côté spéculation, pas spéculation. J'ai même vendu, je crois, 1500 € en dessous du prix du marché parce que je me suis fait avoir à 18, 19 ans. C'est pas grave, c'est des histoires, on apprend, c'est de ces erreurs qu'on apprend, mais mon rapport avec l'horlogerie, moi, c'est un côté passionné et non spéculatif. C'est là où je veux en venir. Ouais, je comprends la mécanique. C'est quoi le petit adjectif, là, qui est l'adjectif qui colle le mieux pour toi à cette montre? Pour moi, elle est pétillante. Pétillante. Elle est pétillante. C'est bon ça. Donc ça, c'est quand même un peu en rapport avec le côté brillant de la céramique sur la lunette et puis également du bracelet, ou tu y vois d'autres raisons? C'est parce qu'aussi il y a le travail satiné, poli qui fait ressortir. Justement, ça a un côté pétillant, justement, avec le côté... il y a pas mal de règles vu que moi je les porte pour tout faire, mais ça apporte une pétillance, une brillance, la céramique, le contraste satiné poli, j'aime beaucoup. Plus le bleu et noir, elle reste assez discrète. C'est pas une sub verte toute verte. Ouais, elle est plus discrète aussi que la Pepsi, la rouge et bleu. Ouais. Donc ça, tu l'as acheté en 2018. Ok. Donc en 2018, il n'y avait pas la version avec le bracelet jubilé? Non, pas encore. Ouais. Si ça avait existé, tu l'aurais pris en jubilé? Non, je l'aurais pris comme ça. J'aimerais bien voir les deux, parce que pour moi, c'est deux pièces complètement différentes. Celle-ci, c'est une pièce vraiment... Je peux surfer avec, je peux me baigner, parce qu'il y a le fermoir et il y a la sécurité, que sur le bracelet jubilé, il n'y a pas de sécurité. C'est juste un clip, et puis si je surfe, je tape sur la planche, ça peut s'ouvrir. Que là, c'est vraiment une montre pour moi à tout faire. Que le bracelet jubilé, c'est plus une montre plus habillée. Donc c'est le même modèle sans être la même montre.
Les amis, il me donne une info, là, je ne savais pas du tout, que sur le bracelet Jubilé, il n'y avait pas la sécurité. Mais non, vu que normalement les bracelets Jubilé, normalement c'est pas sur les montres professionnelles, c'est un côté très esthétique. Ouais. À vérifier, les amis. Non pas que je te crois pas, mais ça montre bien en fait ces petites subtilités. Avec est-ce que tu as le maillon Il y a le EasyLink, oui, mais il n'y a pas le réglage rapide, comme c'est pas une plongeuse. Ok, je comprends. Mais bon, en tout cas, bien évidemment, là on sent la robustesse, la fabrication effectivement de Rolex, mais pour toi c'est un choix de design. Tu as été amené un peu au moment où tu faisais de l'argent quand tu étais modèle et tout ça, et tu t'es retrouvé avec Rolex, donc ça montre bien que dans le milieu un peu du fashion et du style et tout ça, et où les marques sont très importantes, finalement on ne parle que de Rolex. C'est un peu ce que tu nous dis. La référence, à l'époque, on parlait que de Rolex. Audemars, on n'entendait pas. Audemars, c'est très récent. La Nautilus de chez Patek, c'est très récent. C'est qu'à l'époque, on jurait que par Rolex. Audemars Piguet, moi, quand j'ai commencé l'école d'horlogerie en 2014, même moi, je ne connaissais pas la maison. Et la plupart des élèves ne connaissaient pas la maison Audemars. Et Audemars, c'est depuis peu, avec le côté très US, très capitaliste, très à montrer chauffe, montrer son argent, que Audemars Piguet est monté en puissance. Et pareil pour d'autres maisons avec la Nautilus, mais à l'époque c'était Rolex, puis tous les autres sont arrivés bien plus tard. C'est clair que les amis, la folie des tarifs sur des 5711 ou des 15202 là, c'est-à-dire en gros les modèles phares, l'un des modèles phares, même si c'est pas vraiment l'ADN de Patek Philippe, la Nautilus, mais qui est quand même la Patek en termes de spéculation, alors qu'ils sont dans les quantièmes, ils sont dans les répétitions minutes, ils sont vraiment dans la haute horlogerie. Mais quand on voit le prix catalogue d'une 5711 qui est à 27, 28, peut-être 30 000 euros aujourd'hui, et que sur le marché gris, ça se vend 80, 90, 100 000, forcément, il s'est passé quelque chose de particulier ces dernières années, quoi, tu vois. Et là, on en a l'illustration avec Corentin, qui lui a acheté en 2018, quasiment au téléphone, sur stock, vous avez, oui, je l'ai, je la prends, next, quoi. Voilà. Et ça te dit quoi, justement, toi qui est maintenant dans le métier, tu vois, t'en penses quoi de cette spéculation, cette rareté, cette indisponibilité y a un produit qui sort, ça y est, il est lancé, de toute façon, il n'y en a pas en boutique. C'est positif comme négatif, vu qu'il y a des personnes qui n'aiment pas l'horlogerie, qui s'intéressent juste à l'horlogerie pour faire de gestion de patrimoine et tout ça, mais ça fait des clients en plus, donc forcément ça fait connaître l'horlogerie au grand public, donc c'est un mal pour un bien, c'est que certains clients, on ne peut pas avoir les pièces, du coup c'est pas cool, mais par contre ça fait de nouveaux clients, potentiels clients, donc ça fait aussi, ça relance le marché, vu que s'il n'y avait pas ce côté spéculation, je ne pense pas que l'horlogerie se porterait comme ça aujourd'hui. C'est clair, en tout cas les amis, ça fait 30 ans, avec le relancement de l'horlogerie mécanique en tout début des années 90, fin 80, après le marasme un peu de l'arrivée des montres électroniques, notamment asiatiques, avec le quartz, et puis après d'autres technologies, mais ça c'est une autre histoire. Donc effectivement, aujourd'hui, les marges sont conséquentes, t'as l'entrée de gamme, tu vois. Toi, t'as une montre connectée, par exemple ? J'ai une Apple Watch, mais que je porte pas. J'ai eu porté pour... Mais pourquoi tu la portes pas ? Parce que, en fait, mes belles pièces, mes pièces professionnelles, je les porte pour tout. Une pièce, pour moi, c'est dans ses caractéristiques techniques, elle est dite en tant que montre à tout faire, je fais tout avec. Par contre, une Speedmaster ou une Navitimer Breitling, c'est pas fait. Ça, non, je vais pas me baigner avec. Mais si on me dit une Avenger de chez Breitling étanche 100 mètres ou 300 en fonction du modèle, ou celle-ci, ou une Sub, on me dit on peut tout faire, je fais tout avec. Donc depuis, je porte plus mon Apple Watch. Elle est quelque part dans le fond d'un tiroir. Ouais, oui, puis le problème, c'est que l'Apple Watch, si tu la portes une fois de temps en temps, ça perd de son intérêt quand même. Ça, c'est ce que j'ai constaté avec les amis, avec la toute première d'Apple Watch, c'est qu'en fait, quand on aime porter des montres, les regarder, etc., et qu'on en a plusieurs, si on porte son Apple Watch qu'une fois par semaine, parce que les autres, on en porte d'autres, les messages, les alertes, les pas, les trucs et tous ces machins-là, ça a plus aucun sens. Mais toi qui fais du sport, tu pourrais avoir l'intérêt d'avoir ton rythme cardiaque, les pas, les rythmes, les fréquences et tout ça. Non. Tu préfères faire du surf. Exactement. Avec ta GMT Master 2. Non mais attends, mais rassure-moi, je veux dire, on fait pas de surf en Suisse. En Suisse, non, mais à Bordeaux. À Bordeaux ou à Belle-Île-en-Mer. Ouais. Et d'ailleurs, pour en venir à ça, c'est que ma pièce, elle est pas mal marquée.
C'est vrai on voit vraiment que tu la portes, et puis il y a 2-3 endroits où il y a quelques stars et tout ça. C'est ça, justement, il y a une belle raie ici. Pour moi, ma pièce, ça fait partie de mon histoire. J'ai des rayes avec une copine que j'ai eue, et on s'est chamaillé, et puis ça fait une raie là, et puis il y a d'autres histoires, là, c'était Europa Park. Chaque belle pétée, je me rappelle quasiment, puis j'ai pas envie de les enlever. Ouais, est-ce qu'on peut parler un peu de la mécanique qu'il y a dedans? Comme tu étais déjà aérologé quand tu l'as acheté, ça te parlait, tu t'es dit vraiment c'est super fiable, tu as pu le constater, tu as remarqué que ça avait l'air, c'était plus fiable, qu'est-ce que plus précis, qu'est-ce que tu en penses? En étant honnête, pour moi, elles sont plus fiables. C'est que les pièces chez Rolex, elles sont pendant des années et des années en bureau d'études, comparé à certaines maisons qui font de l'amélioration continue, où on vend des pièces avec des défauts, puis on l'améliore, un peu comme dans l'automobile. C'est que chez Rolex, ça existe aussi, il y a des améliorations, mais les mouvements sont en étude beaucoup plus longtemps avant d'être commercialisés. Et du coup, puis il y a aussi avec le balancier à inertie variable, la vis, ils sont superlatifs, donc c'est au-delà du COS, donc c'est encore beaucoup plus précis. C'est vraiment justifié tout ce qui est au niveau du COS. C'est quoi justement le superlatif chronomètreur chez Rolex? C'est quoi? C'est plus 2, moins 2, hein? C'est ça la communication? Oui. Et le COSC, c'est moins 4 plus 6. Moins 4 plus 6, ok. 4 plus 6, oui. Ok. Comme quoi, hein, les amis, vous voyez, c'est intéressant. Il y a la perception, il y a la réalité de l'interne, après il y a l'intérêt d'y travailler. Et en fait, chacun, pour le coup, voit midi à sa porte dans des domaines que nous, on ne peut pas aborder, parce que tu vois, toi, tu le vis de l'intérieur. L'horlogerie, tu nous en parleras tout à l'heure, j'espère, dans la séquence recto-verso. Quel est le petit détail que tu préfères sur ta montre? Du coup, moi, ma pièce, je la considère avec un ensemble de détails, c'est cet ensemble de détails qui fait que j'apprécie la pièce, entre le satiné, le poli, la lunette bleue et noire, la goutte, le quantième, l'aiguille de GMT. C'est cet ensemble de détails-là qui fait que j'ai un coup de cœur sur cette pièce, et pas un détail... Donc il n'y a vraiment rien qui ressort où tu te dis, ouais, ça c'est vraiment un truc génial sur cette montre. Mais pour moi, c'est tous les détails qui font ressortir la pièce, qui la différencie des autres. Ouais. Bah, tu vois, moi, là, le truc que je note, que je n'avais pas remarqué en fait, c'est que je trouve que le traitement en termes de couleur ou de finition, je ne sais pas, des index sur la lunette sont je trouve, discrets. Qui fait que moi, j'en avais, pour le coup, je ne l'avais jamais vue, cette Batman, les amis. La Pepsi, oui, mais celle-là, non. Je trouve qu'elle est sacrément discrète. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'éclairage, là, à l'instant, etc. Mais je trouve qu'elle claque moins que ce que j'imaginais ou je pensais. Et justement, moi, quand ça claque trop, ça peut être paradoxal. Alors, vous savez, les amis, que j'ai une Royal Oak, hein, mais quand ça claque trop, ben moi, j'aime pas. Tu vois, c'est trop visible, c'est trop clinquant et tout ça. Ça manque de discrétion. Comme quoi, hein, on en parlait tout à l'heure sur le fait que chacun voit midi à sa porte. Là, on est sur le design et la sensation. Mon avis, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ton avis à toi, puisque toi, ça fait quoi? Ça fait plus de 3 ans que tu l'as. C'est ça. Et ouais, donc forcément... ça fait partie aussi de ses caractéristiques. Pourquoi j'apprécie cette pièce, c'est que on reconnaît que c'est une Rolex sans vraiment savoir trop c'est quel modèle, parce que les couleurs, elles sont pas vives, c'est pas du rouge, c'est pas une montre avec le cadran tout vert, c'est que du coup, elle est quand même assez discrète. Ouais, mais tu as quand même la goutte, hein, le cyclope, qui fait que quand même tout de suite on sait que c'est une Rolex. Quoi. Mais bon, ça les amis, c'est un truc intéressant. On enchaîne avec la séquence suivante. Tiens, je te la rends, souvenir. Donc là, tu as quel âge? Là, j'ai eu 25 ans le 7 septembre. Tu as eu 25 ans le 7 septembre. Est-ce que tu te souviens, donc on a compris, hein, tu vas nous raconter un peu ta vie d'horloger tout à l'heure, mais est-ce que tu te souviens comment l'horlogerie est rentrée dans ta vie? Alors, j'ai pas voulu être horloger dès le début. Ouais. J'ai connu la première pièce qui m'a marqué, et celle-là a vraiment marqué. J'étais encore à Madagascar à cette époque-là, vu que je suis originaire de Madagascar. Papa est breton et maman est malgache. Et c'est pour mes 10 ans, pour notre départ en France. Il y a une bonne sœur et une amie de mes parents qui m'a offert une pièce. C'était une belle pièce, je ne saurais pas dire la marque, mais je sais qu'il y avait écrit Swiss Made dessus. Et que le bracelet, c'était un bracelet de cuir de veau français. Et mes parents qui travaillaient dans le textile à l'époque, qui avaient leur entreprise de haute couture, et j'avais l'habitude de toucher des belles matières. Je me dis, ça c'est un bel objet. Et je me suis rappelé pendant des années, je l'ai cherché d'ailleurs, cette pièce, je ne l'ai jamais retrouvée. Mais c'est la première pièce en horlogerie qui m'a vraiment marqué et touché. Ok, donc ça c'était au moment où tu es arrivé en France. C'est ça. D'accord, et après, comment les choses sont enclenchées? De base, de profession, mon rêve c'était d'être pilote d'avion de chasse. Ouais. Du côté de maman, côté malgache, il y a pas mal de légionnaires. Ah, les amis, vous voyez, c'est vrai, tu veux être un autre type de super-héros. Le pilote, du côté de ta maman, ils sont légionnaires? Mon oncle, il vient de faire sa retraite, là, adjudant-chef à la Légion. Il vient de partir en retraite à 40 ans. Ouais, ah ouais, mais dis donc,
Et ouais, légionnaires, les amis, hein, il suffit de regarder un reportage quand même sur leur quotidien. Bravo à eux et chapeau. Hein. Mais il a fait le défilé du 14 juillet à quelques reprises alors. À quelques reprises, oui. Ouais, super. Et du coup, je vais être pilote d'avion de chasse. Donc t'es ni pilote de chasse, ni légionnaire. Ou alors t'es peut-être légionnaire aussi, mais tu ne l'as pas dit. J'ai une tenue de légionnaire qu'il m'a offert pour faire le sport, pour épater la galerie, mais c'est tout. Mais sinon, oui, je voulais être pilote d'avion de chasse. Et au collège, nous, en 3e, il y avait tous les jeudis soirs le BIA, brevet d'initiation à l'aéronautique. Ouais. Et un coup, il y a une question qui a été posée, qui va être pilote d'avion de chasse ? Moi, je veux être pilote tout fièrement comme ça. Et puis, écoutez, ceux qui va être pilote, pour pas que certains se fassent des illusions, allez faire 2 tests. Test visuel. Et chez votre médecin, regardez votre courbe de croissance. C'est qu'à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas, il y a une taille à pas dépasser. Sinon, les genoux, ils pètent, quoi. Et puis les yeux, 10 sur 10. Ils pètent de quoi ? Au moment du siège électable. Ah. C'est que si on est trop grand, ça, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé au niveau de la construction et du cahier des charges, mais les yeux, moi j'avais déjà 9 sur 10. Je suis myope, du coup ça ne va pas. Le pilote d'avion de chasse, il faut voir loin. Donc ça ne va pas. Et plus la taille, il n'y avait rien qui jouait, ça n'allait pas. Et du coup, de là... non, mais t'es myope, t'as pas de lunettes, là ? Non, t'as des mais lentilles ? Non, parce que... Oh là là, les amis, oh là là, on a un horloger, le mec, il voit pas clair. Là, je pense qu'on va se régaler. Parce que myope, on voit pas bien de loin, mais on voit mieux que les personnes de près. Du coup, en tant qu'horloger, ça m'avantage. Je me récupère, comme je peux. Ok, donc grosse déception alors de grosse déception, puis du coup j'ai dit à maman, écoute, moi je voulais faire ça, je sais plus quoi faire. Eux ils sont vachement élitistes, faut faire école de commerce, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, avocat, médecin. Je dis mais non, je vais pas faire m'emmerder à l'école à faire des grandes études pour faire un métier que j'aime pas. Et du coup le lendemain, je crois, il me semble que c'est super dur d'être les études pour être pilote. Faut être super fort en maths, en tout en fait. Puis moi je suis dyslexique et du coup moi je me suis bataillé pour avoir des bonnes notes, pour pallier mes problèmes en français. J'ai pris des cours après le soir pour améliorer toutes mes lacunes en français, orthophoniste, tout ça, pour pouvoir être pilote d'avion de chasse. Donc là il y a mon rêve qui se brise. Et le lendemain à 14 ans, je dis qu'est-ce que je fais de mon avenir ? Et c'est foutu quoi. Parce que moi je me voyais dans mon avion, à dépasser le mur du son, tout ça, le super-héros quoi. Et là, le lendemain, je crois, il me semble que j'ai pas été en cours, j'ai passé la journée à pleurer. Et c'était le week-end d'après, puis maman vient dans ma chambre, elle me fait, écoute Corentin, moi je lui dis, écoute maman, moi je vais pas faire des grandes études, trouve-moi un métier où je pourrais gagner plus ou moins bien ma vie, en faisant des études courtes, un métier qui peut être pas trop mal pour moi, toi qui me connais, écoute, vu que moi je suis assez proche de mes parents, ok. Elle m'a dit, laisse-moi la soirée, je vais réfléchir. Le lendemain, elle vient dans la matinée, elle me dit, écoute Corentin, je te propose, me dis pas de réponse tout de suite, microtechnique ou horlogerie. Horlogerie, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ? J'avais pas envie de me prendre la tête. Le lendemain, elle est revenue dans ma chambre. J'avais réfléchi un peu la soirée. Je me dis, microtechnique, ça sonne un peu trop quelque chose derrière une machine, ça sent l'huile. Enfin, je le sentais pas. Et horlogerie, je dis, ça sonne bien, ça a du panache, c'est que la classe, quoi. Et pourtant, je connaissais rien. Et là, t'es quand même sur un établi avec des huiles, hein. Mais ça, je le savais pas. Ah, je le savais pas. Et maman, elle me dit, j'ai dit, écoute, moi, je vais faire horloger. Ok, si tu veux, je peux te faire découvrir. Je connais un ami que je connais depuis longtemps, Christophe Claret. Il fait des petites montres en Suisse. C'est ça, il fait des belles montres, tu verras. Tu me dis ce que t'en penses, mais je pense que tu vas apprécier. Elle m'a pas trop fait mousser. Elle m'a dit tu verras. Elle m'a laissé la surprise. Et là, j'arrive au Locle parce qu'il est basé dans les hauteurs du Locle en Suisse. Et là, en arrivant, je vois Audemars, je vois Zénith, je vois Omega, Rolex, Breitling. Ça te disait quoi à l'époque ? Ça te disait rien ? Ça me disait rien. C'est que moi, à l'époque, une Ice Watch, pour moi, c'était la classe, une Ice Watch, pour moi. Parce qu'en fait, pourquoi c'était la classe ? Parce que ça ressemblait à une Submariner, finalement. Ouais, mais ça, tu le savais pas. Je le savais pas. Et là, j'arrive Rolex, Audemars, Patek. Je dis, on arrive où, là, comme ça Puis on monte dans les hauteurs. On arrive au Monarque. Je dis, mais tu m'emmènes où, là, maman ? Tu vas pas faire une visite d'un musée, vu qu'ils sont dans un château, en fait, la maison Claret. Et puis là, on monte des pièces serties de diamants, des complications, vu qu'en fait, il m'a fait découvrir tout le processus pour que j'aie quand même le métier de microtechnique. Mais là, Et moi, on voit quelqu'un dans l'huile. C'est ça. Et en fait, ils m'ont montré des pièces à l'époque qui sortaient, elle était en étude, la blackjack pour jouer au poker. J'ai une montre pour jouer au poker, je dis, ça m'amuse à quoi là ? Puis je vois des diamants, puis je vois des horlogers qui m'ont dit, il faut mettre plusieurs mois pour assembler une pièce. Puis on montre une pièce à l'époque qu'il avait sorti, la Margot, avec une pièce où ça fait je t'aime un peu, beaucoup à la folie, en répétition, en complication horlogère. Je dis, mais c'est quoi, répétition de minutes, la pièce, ça fait des mélodies. Je dis, c'est quoi ce bordel ? On me dit les prix 100 000, 200 000. Je dis, mais on est où là ? Oui, on n'est pas complètement dans les petites montres là. Ah non, j'ai dit à maman, tes petites montres, elles sont bien tes petites montres. Parce que moi, en fait, dans la voiture, je me suis dit, peut-être que son copain, si elle est sympa, moi je me suis rappelé de cette montre de cette fameuse bonne sœur. Je me dis, d'un coup, il va m'offrir une montre.
Maman, elle me raconte aujourd'hui, je rigole, elle rigole, elle me dit, tu pensais en fait que tu allais avoir une montre. Si t'offres déjà le bracelet, c'est déjà bien. Donc voilà comment j'ai connu l'horlogerie. Puis on m'a dit, il y a l'école de Morteau à côté, c'est juste au côté français, c'est la meilleure école de France. Écoute, inscris-toi rapidement parce que c'est sur dossier. J'ai dit, comment ça sur dossier? Je dis, c'est un bac pro, c'est un CAP. Moi, j'étais en école privée catholique, donc c'est très élitiste, faut faire bac, ACE, tout ça, pour les meilleures écoles. Et bac pro, c'était plus en troisième, déjà entre calé en section pro, parce que t'étais pas très bon à l'école. Puis là, on me dit, faut être super bon. Et comment ça, faut être super bon? Oui, bah, t'as 16 de moyenne, c'est pas sûr que tu sois pris. Je dis, pardon? Et j'ai relevé ça, pris ça comme un défi, et puis plus j'avais apprécié, ça m'a bluffé. Et là, je suis retourné à l'école à fond les gaz, quoi. Faut que je sois pris à tout prix. Et je stressais de ne pas être pris. Et là, et c'est de là que ça a commencé. Et là, à l'école de Morteau, t'as fait quoi? T'as fait 2 ans? T'as fait 2 J'ai fait 4 ans. T'as fait 4 ans? J'ai fait le CAP. C'est là, en fait, on découvre un peu les notions, le 28-24, le mouvement automatique. Et après, il y a le BMA, où on fait une complication horlogère sur une base d'un mouvement qui est le Unitas 6497. Et on apprend le chrono, les différents chronos, on fait de l'usinage, puis là on devient vraiment horloger. Et après il y a le DMA, où là on apprend vraiment à être horloger de complications. T'as pas voulu y aller? J'ai été pris, et en DMA j'ai été pris, c'était sur dossier, en fait chaque année il y a un tri qui se faisait, puis les 10 ou 15 qui étaient en DMA, c'était les 15 meilleurs de toute la France. Toutes les autres écoles voulaient aller au DMA de Morteau, et j'ai été pris, vu qu'Alec nous a dit les meilleurs, vous êtes là les meilleurs. Donc moi je veux être le meilleur, donc il faut que je fasse ça. Et du coup j'ai été pris, mais moi je suis dyslexique, et en fait en DMA, ça passe comme à la fac en unité d'enseignement où il faut tout valider minimum 8 ou 9 sur 20. Et moi, le français, j'ai des lacunes, mais là, vous allez peut-être vous en rendre compte, je fais des fautes de syntaxe. Ouais. Les amis, pour quelqu'un qui a des lacunes en français, qui est dyslexique en tout cas, t'as la tchatch, les amis, regardez la banane et le sourire qui nous envoie. Vous le savez, c'est au moment où on se sent le mieux qu'il faut aller sur la séquence suivante, le célèbre quiz. Alors, Corentin, tu le sais, il y a une casquette à gagner d'Alichou, je la pose là. Tu connais le règlement, il n'y en a pas. Voilà, ça veut dire qu'on verra en fonction de ta performance. Et comme tu veux être le meilleur, là, je suis obligé de te dire, pour partir avec la casquette, il faut que tu gagnes 3-0. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, les amis, en quelle année est commercialisée pour la première fois cette GMT Master 2 dite Batman, puisqu'elle a la lunette bleue et noire? Réponse A en 2009, réponse B en 2013, réponse C en 2016. Ta-ta-ta. Moi, les références, je ne suis pas très fort, et les dates, je ne suis pas très fort. Je vais faire par élimination, tu peux me répéter les dates? A 2009, B 2013, C 2016. Alors, il y a la céramique qui rentre en jeu dedans. Et je sais qu'il y avait les premières pièces, 2009, il ne me semble pas qu'il y avait. Par déduction, je vais dire 2013. Il est bon, le Corentin. Je me demande si c'est pas vraiment un super-héros. Effectivement, bonne réponse, 2013, cette Batman, puisque avant, il y avait que des lunettes noires ou des lunettes rouges et bleues depuis le tout début de la GMT Master. Non pas la Master 2, le modèle précédent. Après, il y a eu quelques spécificités avec les fameuses GMT Master dites root beer, avec ce cadran, on va dire, avec cette lunette, marron et cuivre, très très particulière, très prisée des collectionneurs. Bonne réponse, tu mènes 1-0. Et tu sais que pour arriver à 3-0, il faut commencer par un 0. Oui. Eh oui, les amis, on enchaîne avec la deuxième question. Là, c'est plus intéressant, je pense. Quelle est l'innovation principale proposée sur la Batman lors de son lancement? Donc, en 2013. A, un nouveau calibre. B, une lunette en céramique bicolore. C, un bracelet Oysterflex. Je vais partir toujours avec c'était l'innovation à ce moment-là, c'était les lunettes en céramique qui arrivaient. Je vais rester sur la réponse, c'est La réponse B. La réponse B. Tu réponds toujours B, quoi. C'est la réponse du milieu, quoi. Les amis, c'est une façon de répondre, etc. Bonne réponse. Et oui, c'est la première fois que Rolex sortait des lunettes en céramique bicolores. Jusqu'à présent, elles étaient noires. La première fois, c'est sorti en 2005. Avec une GMT Master 2 en or. J'en avais parlé d'ailleurs dans le stand-up de mémoire sur, je ne sais plus lequel, sur la Zenith El Primero Chronomaster Sport, dont on dit que la lunette en céramique ressemble trop
à celle de la Daytona et j'avais démonté le sujet, je pense, avec justesse. Si vous ne l'avez pas regardé, c'est le moment. Écoute, tu mènes 2-0. Donc là, tu as quand même une pression énorme. Hein. C'est que. Jamais 203. Bah ouais, bien sûr, soit tu es pris, soit tu n'es pas pris. Tu vois, je veux dire, pour être le meilleur, il faut gagner 3-0. Alors, la Batman, on l'appelle comme ça parce qu'elle a une lunette noire et bleue et un bracelet Oyster. Quel est le surnom de la Rolex GMT Master 2 lunette noire et bleue, mais présentée sur bracelet jubilé? Réponse A, Robin, le célèbre ami de Batman. Réponse B, Batgirl, pas Bad Girl, hein, Bat, comme une chauve-souris. Et C, Fat Lady. Robin, je trouve que c'est trop diminutif de passer de Batman à Robin pour un nouveau modèle. La troisième tu sais que c'est pas Rolex qui choisit ça, oui, c'est je les sais, fans. mais A, Robin, B, Batgirl, C, Fat Lady. C, je sais que c'est référence à une autre montre vintage. Bah, je vais dire Batgirl. Donc la B encore, oui, quoi. Donc jamais 203, tu choisis la B, tu te dis que tu gagnes, quoi. C'est ça. Mais c'est pas possible, les amis, bonne réponse. Bravo, Corentin. Bah oui, Robin, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une montre qui se surnomme Robin? Je ne sais pas, je ne crois pas. Fat Lady, c'est le surnom d'une Rolex GMT Master avec lunettes noires et rouges, qui se surnomme aussi Coke, puisque ce sont les couleurs de Coca-Cola pour le coup. Tu vois, on n'est pas du tout dans le Pepsi, on est dans le Coca. Et Fat Lady, parce qu'elle a un boîtier plus épais, puisqu'il y avait un nouveau calibre à l'époque, et qui était un petit peu plus épais. Montre fabriquée, un modèle de transition, tu vois, entre les GMT Master et GMT Master 2, très prisé des collectionneurs, mais moralité, la bonne réponse, c'est Batgirl. Bon, Batgirl, c'est un personnage, je crois, secondaire quand même chez DC Comics, dans l'histoire de Batman, mais on va dire que, voilà, la 126-710, donc qui suit ce modèle-là, a des anses un petit peu plus fines, un petit peu plus discrètes, un bracelet plus pétillant. Tu as qualifié la tienne de pétillante. Bon, on va dire qu'elle a des attributs qu'on pourrait qualifier, ça sonne vraiment le gros poncif quand même, plus féminin. Bon, le marché l'appelle comme ça. C'est la Batgirl. Voilà. Mais la conclusion de ça, les amis, c'est que, bien évidemment, c'est les applaudissements pour Corentin. Et tu as le grand plaisir de pouvoir repartir tout à l'heure à Morteau avec ta casquette d'Alichus. Les amis, on enchaîne avec la séquence de la saison 3. Vous le savez, la séquence surprise. Est-ce que tu sais quelle montre je vais te montrer? Eh oui, il ne le sait pas, mais moi, je le sais, les amis. Je vais lui présenter une Triton étanche à 500 mètres, la Triton Subphotique. Est-ce que tu connais Triton? Je ne connais pas Triton. Eh ben voilà, les amis, c'est ça qui est bon, il ne connaît pas. Moi, je connaissais peu, et j'espère que vous ne connaissez pas, comme ça, vous allez découvrir cette marque. Marque française, fin des années 50, début des années 60, si je ne me trompe pas. Conçu, imaginé par des militaires pour un usage en plongée civile ou militaire. Et à l'époque, cette Triton s'appelait la Triton Spirotechnique. Et Spirotechnique, en fait, c'est une activité qui avait été montée par le commandant Cousteau, justement pour commercialiser, développer, vulgariser le marché naissant de la plongée sous-marine, où il fallait des équipements, du matériel, des blocs, des détendeurs, des combinaisons, des masques, etc. Et une montre. Faire de la plongée sans montre étanche, c'est un coup à crever, les amis. Et donc, le fondateur de l'époque a créé cette Triton Spirotechnique qui a été relancée récemment, justement pour redonner et refaire vivre cette montre qui a équipé officiellement, qui était en dotation pour certains éléments de l'armée française et très utilisée par les plongeurs de l'époque. Étanche à 500 mètres, les amis, calibre Ronda M100. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, purement esthétique, j'aime beaucoup, avec le bracelet intégré, un peu hommage au design de Gérald Genta sur la Royal Oak et puis la Nautilus. La couronne à midi, ça fait un côté très vintage, ça fait montre gousset. La lunette avec des chiffres qui font penser un peu à un hommage à la 50 Phantom, la plongeuse de chez Blancpain. Ouais. Cadran bleu, Blue is the New Black, c'est pas mal. Soleillé. Voilà, soleillé. Donc les jeux de lumière, c'est un cadran qui est bleu, mais qui peut paraître noir ou gris en fonction du temps et du soleil.
Et puis le quantième, le quantième avec le chiffre du quantième en rouge, c'est pas mal, c'est sympa. Alternance de rouge et noir. C'est sympa. Sur cette date. Il y a une valve à hélium également. Ouais. Étanche à 500 mètres, les amis, vous vous rendez compte. Alors pourquoi elle s'appelle subphotique, j'ai regardé. La profondeur dite photique, c'est le moment où c'est à 200 mètres, à peu de choses près. Un peu plus, un peu moins, je ne sais pas exactement, mais au moment où il n'y a plus de lumière. Voilà. Donc en dessous de 200 mètres, de toute façon, vous êtes dans le noir total. Et effectivement, là, vous avez un traitement Super Luminova sur les index, les aiguilles et la lunette qui sont essentiels. Alors, la couronne est à 12 heures. On a vu ça sur une ZRC. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Petite montre entre amis avec la ZRC Grand Fond de Benjamin, qui a une couronne à 6 heures, avec un système vraiment breveté de protection. C'est-à-dire que tu ne peux pas dévisser la couronne si ton bracelet n'est pas ouvert. Et tu ne peux pas refermer le bracelet si la couronne est dévissée. Donc, tu as vraiment un moyen juste vraiment technique, qui est très bête, entre guillemets, quand tu en réfléchis, qui fait que tu ne peux pas plonger avec ta couronne ouverte. Là, elle est à 12 heures, pas pour ces raisons-là, plus parce que les chocs, ils viennent plutôt quand tu es comme ça, tu vois, ici, là. Ça ne vient pas par là, les chocs, ni par là. Et effectivement, c'est une façon de protéger sa montre, puisque la couronne, tu nous le confirmes, toi, t'es horloger, c'est quand même un des maillons faibles. La couronne, c'est par là que l'étanchéité, souvent... Voilà, l'étanchéité, c'est pour ça qu'il y a des protège-couronnes, etc. Là, c'est une façon de le protéger. Et ça rend cette montre en 40 mm, comme ça, avec une lunette très proéminente, je pense que ça donne le sentiment que c'est une petite montre. C'est ça. Tu vois, ça donne un côté très vintage. Petit poignet de poulet, de rat. Ou de rat, là, comme nous disait Sévac, les amis, souvenez-vous. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve que c'est bien, 40 mm. Comme tu as l'air très branché design, et c'est quand même un peu le sujet. Là, c'est comme si on avait une page de pub sur cette Triton subphotique, voilà, sur une image comme ça, avec quelques infos en termes de spécificité technique. Toi, purement esthétiquement, j'apprécie le produit. Tu lui mets combien de 0 à 10 à celle-ci ? Je lui mets un bon petit 7,5. Elle ne mérite pas un 8, mais un bon petit 7,5 ? 7,5, ouais. Ouais, pourquoi elle ne mérite pas un 8 ? Pour moi, parce qu'il y a le monogramme qui me dérange un peu, la façon dont la forme, il y a quelque chose qui me dérange au niveau du monogramme. Mais... C'est un peu secondaire quand même, ça. C'est ce qui saute aux yeux. Imagine, t'aimes pas la couronne, quoi. La notion de couronne, de tête couronnée d'un monarque, d'un despote et tout ça. C'est comme je disais, moi, une pièce, je la regarde dans l'uniformité, et il y a peut-être c'est trop gros, c'est la typographie, mais il y a quelque chose au niveau du monogramme qui me dérange un peu, de la typo du Triton. Ok. Moi, il y a un truc que je trouve très sympa, c'est la typo sur la lunette. Tu vois, avec ces grands 1, 2, 3, 4, 5 et ces tout petits zéros. Ouais, c'est très sympa. Ça, c'est assez original. Calibre Ronda M100. Qu'est-ce que ça te dit, ça ? Moi, les seconds calibres qui sont arrivés derrière ETA, je les connais un peu moins. Moi, je connais surtout ETA. Sellita, un petit peu des notions, mais les calibres qui sont arrivés encore après, je ne les connais pas. De nom, oui, mais j'ai jamais eu la chance, l'opportunité de travailler dessus. Ok, je comprends. En fait, Ronda, maintenant, ça appartient au groupe Festina. D'accord. Groupe Festina, dont une des filiales a Le Roi, tu vois. Donc vraiment, ça fait des montres. Il y a des Festina quand même super glauques, entre guillemets, excusez-moi les amis. Mais c'est un gros acteur. En fait, aujourd'hui, c'est une marque historique en plus, du début du XXe siècle. Qui est plus perçu comme un peu de l'entrée de gamme et du fourre-tout à quartz, etc. Mais moralité, ils ont un bras ou une filiale vraiment qui fait de la mécanique horlogère. Et au départ, Ronda, c'était un remonteur, tu vois, comme l'était Sellita, qui travaillait avec ETA, etc. Et puis ETA a décidé de garder c'est comme client uniquement les gens du Swatch Group. Et donc, il a fallu qu'ils réagissent comme Sellita. Et maintenant, vous avez avec ce M100, qui est en fait l'équivalent fonctionnel en termes de dimension, tu vois, épaisseur, position des pattes pour le cadran, etc., similaire au 28-92. Oui, parce qu'il y a certains mouvements de chez ETA qui sont passés sur le domaine public accessible à tout le monde aujourd'hui. Le 28-24, 28-92, 64-97. Le 77-50, le chrono, il me semble. 77-50 aussi, bien sûr, exactement. C'est le SW500, c'est Sellita, par exemple. Oui. Tout à fait. Dernière question. Là, on est donc sur une marque qui a une vraie histoire de tool watch pour les plongeurs, mais vraiment une vraie histoire tout aussi intéressante
honnêtement, est passionnante et à avoir à l'esprit que la relation de Rolex avec les Comex, Omega aussi a eu une relation avec la Comex, mais qui est moins connue, etc. Blancpain avec l'armée, les 50 Fatome, etc. Bob Maloubier et compagnie. Ça, il faut lire les bouquins sur les marques, vous verrez, c'est intéressant. Ça, c'en est une autre, d'accord ? Mais tu as un calibre qui a été un peu retravaillé, probablement, etc., mais qui a un calibre du marché, 4 890 €. Ça te dit quoi ? T'y vas à ce prix-là ? La pièce, éthiquement, me plaît, mais après, à ce prix-là, il faut que ça se justifie par rapport au mouvement. Comme c'est pas un calibre maison, ils ont qui comme représentant ? Est-ce qu'ils ont un Brad Pitt comme chez Breitling ? Est-ce qu'ils ont un Beckham ? Ou alors au niveau de... Est-ce que les pièces sont COSC ? Est-ce que la qualité de l'acier ? Il y a plein de choses dans le cahier des charges de la pièce qui peuvent justifier le prix, mais juste comme ça, à me poser esthétiquement, sans savoir, moi je peux pas, juste à l'avoir en boutique, si on me dit pas certaines caractéristiques qui justifient le prix, moi la pièce je la trouve belle, mais je la prends pas. C'est tout le jeu, les amis. Nous, avec Corentin, on n'a pas toutes les infos que vous avez à l'écran, avec toutes les specs techniques, plein de photos sous différentes formes, sous différents axes, etc. Franchement, là, le sujet, c'est d'aller sur le site internet de Triton, de voir où il y a des distributeurs et des dealers officiels, et puis d'aller l'essayer, et puis après de vous poser la question. Là, le sujet, en fait, c'est est-ce que le marché encore est-ce qu'il y a encore un marché pour des montres mécaniques avec une belle histoire, authentique, etc., mais avec un mouvement non manufacture à quasiment 5 000 €. Je pense que c'est ça un petit peu le sujet, puisque je pense que tu as remarqué ces 3-4 dernières années, depuis qu'en fait la pression est vraiment montée avec le Swatch Group, tu as un nombre de marques qui ont sorti des mouvements en manufacture qui n'en avaient jamais fait. Baume & Mercier, Tudor, Breitling qui a ressorti son B01, Oris, Frédéric Constant, etc. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment ou un autre, pour garder des prix élevés et les marges, sachant que l'entrée de gamme est bouffée par les montres connectées, à un moment ou un autre, pour continuer à augmenter les prix comme les marques le font depuis 30 ans, à un moment ou un autre, il faut quand même amener quelque chose de plus solide. Et j'ai le sentiment que ça passe par le calibre manufacture. Donc toi, t'irais à 5 000 balles sur un non-manufacture ? Moi, sur ce type de pièces-là, pas forcément, mais leur placement est judicieux parce qu'aujourd'hui, avec leurs histoires de liste d'attente chez Rolex et autres, il y a des pièces ou des personnes pour moins cher, vu qu'après, sur le marché de la revente, c'est beaucoup plus cher. S'ils veulent le design leur plaît, ils peuvent se placer sur ce genre de... Et je peux comprendre, et c'est très judicieux, je trouve, en termes de placement, de tarifs. En tout cas, celle qu'on regarde avec Corentin, c'est la cadran bleu soleillé. Elle existe en cadran noir, elle existe dans différentes versions. Allez sur le site qui est assez bien fait, avec ses différentes références. Évidemment, c'est très verticalisé. Si vous cherchez une montre de plongée différente de celle de votre voisin, eh ben vous avez Triton, vous avez ZRC, et on est dans des gammes de prix qui sont quand même si là on est à 4 890, qui est quand même en dessous d'une Panerai, on est plutôt là dans des prix un peu similaires à une Bell & Ross par exemple. Voilà, il faut que vous regardiez. Ça a son charme, ça a son style. Moi j'aime bien, c'est assez 70s quand même, avec un bracelet comme ça. Pour le coup, il n'est pas intégré. Il donne le sentiment d'être intégré, mais tu vois bien que la partie ici se sépare et tu as une pompe ici. Tu peux le mettre sur un atto, tu peux le mettre sur des choses comme ça. Ok. Eh ben c'est pas mal. Donc on est avec un bon 7,5 de la part de Corentin. Écoutez, c'est cool tout ça. On s'est régalé avec cette séquence surprise, une Triton subphotique. On enchaîne pour la séquence recto-verso. Magique les amis, je vous avais dit que Corentin était un super-héros, et oui, il est plus que ça. On a changé de lieu pour terminer cet épisode de Petite Montre entre amis. Bon, t'es chaud là ? Chaud bouillant. Bon, la séquence recto-verso, vous la connaissez. Là, je lui ai demandé de parler de son métier. Donc, t'es horloger. C'est bien ça, je suis Pour de vrai ? Pour de vrai. Tu nous as pas baratiné ? Non, ça fait partie de mes super pouvoirs. Il est bon, le mec, il est bon. Donc, je suis Robin et c'est lui, Batman. Ton quotidien, concrètement, comment ça marche ? Donc, tu habites dans le coin de Morteau et après, tu traverses la frontière et tu vas travailler. Je traverse la frontière, je vais à la Chaux-de-Fonds. Et puis, ma journée de travail, ma journée de travail type en tant qu'horloger, c'est que j'ai des tâches complexes qui me sont attribuées. Ouais. Ou alors, je seconde des opérateurs. D'accord. Alors, attends, t'embauches à quelle heure ? Je peux commencer à partir de 6h15 jusqu'à 8h, 9h. Et 6h15, le temps que tu y ailles, que tu te lèves, tu te lèves quoi, à 4h30, 5h ? Moi, j'arrive à 8h. Ah
Ok, on a compris qu'il ne voyait pas bien déjà, mais en plus, il ne travaille pas trop tôt quand même, quoi. Donc imaginons demain, tu vas bosser, tu vas arriver à 8 heures. Tu sais ce que tu fais déjà la veille? Non, c'est le matin, j'ai ma cadre qui a mis en place les différentes personnes, qui les a placées sur son petit tableau des tâches, qui va là, c'est elle qui gère, puis le lendemain, là, on arrive, on regarde au tableau des tâches, et puis Ok. voilà. Alors, fais-nous découvrir un peu, évidemment, sans rien délivrer de confidentiel, de comment ça se passe, hein, puisque tu bosses chez Breitling. Ouais. Hein, ok. Donc, le sujet, les amis de Breitling, c'est pas qu'ils nous disent des trucs que vous ne voulez pas qu'ils disent, hein, mais c'est concrètement, voilà, deux, trois journées type, tu vois. C'est quoi? La journée type, c'est une journée normale, c'est que je vais à la chronométrie, je prends des pièces et je les rends COSC. Ok. Donc, tu prends des pièces, tu prends des calibres. Les calibres assemblés. Ouais, assemblés. Donc, pas montés dans la boîte avec les aiguilles, etc. Donc, pas habillés. Hein. Et ton objectif là, c'est quoi? C'est de les régler, c'est de les évaluer avant qu'elles ne partent au COSC pour être certifiées? Je reçois la pièce, elle n'est pas du tout réglée. Ouais. Et Elle est dans sa calotte? non, elle n'est pas dans sa calotte. Je la reçois, nous, c'est un système particulier à Breitling. Ouais. Et je la reçois, je la passe sur un capteur qui me dit elle prend tant d'avance, tant de retard. Et c'est à moi de faire en sorte qu'elle rentre dans les clous, moins 4+6 du COSC. Et puis nous, nos tolérances sont plus serrées que le COSC pour être sûr qu'elle passe du premier coup au COSC. Ok. Le COSC, c'est quoi les critères? Le COSC, c'est C'est moins quoi? 4+6, puis un delta maximum, j'ai Ouais. pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être 8 ou 10 secondes par jour, mais nous, on est bien en dessous Ouais. pour être sûr que ça passe. Ok. Les amis, le COSC, je vous le rappelle, c'est le contrôle officiel suisse de chronométrie. C'est ça. C'est payant. C'est ça. Hein. Donc, les manufactures, dont Breitling, tous les calibres Breitling passent au COSC? Tous full, tous à Chrono, 100%. chronographe, quantième À simple, 100%. etc. Ok. Donc là, tu mets ton calibre sur le capteur, et là, par exemple, il te dit moins 12, plus 4. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, en fait, ça correspond à de l'avance ou du retard dans certaines positions. Ouais. Et en fait, déjà, avant de faire tout ça, j'ai des contrôles à faire en amont, à contrôler les bas, ça veut dire le jeu qu'il y a dans le balancier. Ouais. Je vérifie que le balancier spirale, l'organe réglant, il soit centré, il soit bien plat, Donc, tu vérifies ça À la loupe. À la loupe. à la loupe Ouais. x15. Et s'il n'est pas centré, tu fais Je quoi? le retouche. Tu le retouches? Je le retouche avec une bruxelle d'horloger, ça ressemble à une pince à épiler très fine, Ouais. à différentes tailles. Ouais. Et puis je viens avec un geste très Ok. minutieux, pincer là où il faut, retoucher les endroits où il faut pour le recentrer, le remettre comme il faut. Ok. Et ce qu'on dit, une bonne mise en marche, c'est moins de fois on touche la pièce, mieux elle est parce que c'est un ressort. Et un ressort, il a une mémoire. Et au bout d'un moment, il n'a plus cet effet ce pouvoir de mémoire de Tu super-héros. parles du ressort en spirale, C'est ça. là, pas du ressort de barillet. Non, le ressort Ok. spirale, c'est que si Ouais. on le retouche trop, il a plus sa spécificité de mémoire. Du coup, il est foutu. Ça te prend combien de temps, ça? Vu que moi, je suis un super-héros et que je suis bon, ça me prend quelques secondes. Mais Non, ça ne te prend pas toujours. ça me prend pas quelque beaucoup de temps. Ouais. Si un horloger qualifié, ça lui prend pas beaucoup de temps. chose. Ok, mais donc ça veut dire, bon, ok, tu as fait le truc, donc tu cherches à faire du moins 4 plus 6, on va dire que tu es à moins 3 plus 4, donc tu es à l'intérieur du COSC, Ouais. là tu mets le calibre dans sa calotte, et puis ça part à un moment dans un flux logistique qui va au COSC, et là ils sont testés, Ils sont testés. et ça revient avec le tampon, le paplard et tout ça, et là tu es certifié. Ben, avant de les envoyer, ils sont d'abord contrôlés à 0 heure, c'est-à-dire le barillet à fond, Ouais. le power à fond full. Ouais. Et après, 24 heures plus tard, pour contrôler ce qu'on appelle l'isochronisme, Ouais. c'est la différence entre le 0 heure et le 24 heures, c'est comment on va évoluer la pièce dans le temps. Ouais. Et une pièce bien réglée, il y a juste l'amplitude du l'organe réglant, comme il y a moins de force dans le barillet, du coup elle aura moins d'amplitude, mais normalement le réglage doit être plus ou moins le même. Ok, quand bien même la réserve de marche du calibre est bien supérieure à 24 heures. C'est ça. Donc l'isochronisme, il est sur 24 heures. C'est il est ça, pas la sur plus. différence entre 0 et 24. C'est Ok. que si entre 0 et 24 Ok. ça joue, après Ouais. ça va aller. Donc on va dire à peu de choses près, 24 heures après que toi tu l'aies validé, le calibre est prêt pour partir au COSC. C'est ça, oui. Il part au COSC, il revient, on va dire ils sont forts chez Breitling. Vous êtes forts les amis, bien évidemment. Il y en a 99%, 99,9%, peu importe, qui sont certifiés et ceux qui ne le sont pas. Ils repassent dans le même circuit? On les retravaille, on va regarder pourquoi ils ne fonctionnent pas. Oui, mais c'est le même circuit de chronométrie ou c'en est un autre? Non, c'est le même. C'est le même. Ça veut dire qu'il y aura juste un autre poste de retouche, retour COSC, et puis on va les Ok. retravailler de la même façon. Ok. Il faut qu'elles soient toutes bonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pièce chez Breitling qui est livrée à un client qui n'est pas certifié COSC. Ok, je comprends. Donc ça, c'est ce que tu appelles l'atelier ou la chronométrie, on va dire. Là, tu démontes rien, tu ne montes rien. Non. Quels sont les moments où
je sais pas, tu peux être amené à démonter entièrement un calibre pour le remonter. Ben justement, par exemple, quand je suis à la chronométrie, il y a des pièces qui vont arriver, qui ne vont pas fonctionner, il y a un arrêt, et ben elle va être mise de côté, puis après, je vais aller au poste qu'on appelle décotage, et là, c'est toutes les pièces qui sont à problème, je dois résoudre tous les problèmes. Là, je dois si ça sort de la chronométrie, toutes les pièces sont assemblées, donc là, je dois chercher la panne, d'où vient la panne, il faut que je trouve le symptôme, ce qui rend le mouvement un peu malade, entre guillemets, et je dois trouver le point qui n'a pas été lubrifié, le jeu qui n'est pas bon, la roue qui est voilée. Ça peut aller jusqu'à un démontage complet. Quand il y a une platine qui est rayée, par exemple, là, c'est pas la chronométrie, mais en amont, qui est sortie du visitage, c'est visité au binoculaire x30, x40. S'il y a une pièce maîtresse du début du montage qui est rayée, il faut tout démonter pour le remplacer. Okay. Si toi, tu as un calibre comme ça, tu le démontes entièrement, tu le remontes, dans les standards des procédures chez Breitling, ça te prend combien de temps, démontage ou montage? Après, ça prend plus de temps, j'ai envie de dire, après, parce que tout est déjà lubrifié. Donc ça veut dire que les pièces sont déjà graissées, donc il faut multiplier avec beaucoup de minutie, sinon on met de la graisse partout. Du coup, ça prend un peu, comment dire, c'est moins complexe au montage. Ça te prend à démonter un calibre, ça te prend une demi-heure, ça te prend 1h30, ça te prend 15 minutes, ça te prend 3 heures? Non, ça me prend à démonter, ça prend 5-6 minutes. Entièrement? Entièrement, oui. Tu as toutes les pièces qui sont là. Et à chaque fois, comme tu es sur un calibre neuf, il ne faut rien rayer. Il n'y a, pas de rayures sur les vis, pas de rayures sur les ponts, les pignons, rien, quoi. Puis comme je te dis, c'est déjà graissé, donc il ne faut pas étaler la graisse qui est déjà présente partout. Sinon, il faut tout nettoyer, puis ça ne va pas. Ok, c'est beau, c'est proche de la mécanique. C'est de la mécanique, les amis. Il nous a dit qu'il voulait être pilote de chasse. Franchement, tu n'es pas en train de piloter un avion, mais là, tu démontes le moteur, quasiment. Je dépasse pas le mur du son, par contre. Mais il est rapide, on a compris que parfois ça lui prenait quelques secondes de s'assurer qu'un calibre Breitling était bien réglé pour rentrer dans le COSC. Donc là, on a eu 2 exemples. Un petit dernier pour la route avant de passer à la dernière séquence. C'est le soutien des opérateurs. Ouais. Ça veut dire que parfois, mon poste de chronométrie, nos pièces ont été livrées. Ouais. Ou alors, il faut venir en soutien parce qu'il y a un problème quelque part. Et du coup, je vais venir en soutien. Les pièces, certains postes sont à doublon. Par exemple, monter le chronographe. Ouais. Je vais monter le chrono ou le quantième en soutien de la personne en doublon, c'est-à-dire que j'ai au poste à côté, puis je fais la même tâche qu'elle. Je comprends. C'est quoi un opérateur par rapport à toi? Un opérateur, il est horloger? Un opérateur, souvent, on est opérateur. Enfin, il est horloger de métier, de diplôme, de quoi? Par exemple, quand on est opérateur, à la formation, en France, c'est le CAP, et en Suisse, c'est l'AFP, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est une formation CAP de quoi? Horlogerie. Et quand tu as un CAP d'horlogerie, tu n'es pas horloger? On peut le devenir. On peut le devenir. En Suisse, comme je l'ai dit, c'est les compétences qu'ils ont mis en avant. On peut montrer des compétences et même avoir des formations en interne pour être reconnu en tant qu'horloger. Ouais. Okay. Mais le CAP. Mais qu'est-ce qui est différent dans ce que fait un opérateur par rapport à toi? C'est un niveau de qualification. Un opérateur, il va être capable d'assembler avec minutie, avec une gamme d'assemblage, mais par contre, ne va pas forcément comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et comment régler le problème. Ok, je comprends. Donc il y a plus besoin de gens qui sont très précis, très minutieux, entre guillemets, qui font un travail réglé comme une horloge. Bon, ça mérite un petit coup de canard, ça, entre guillemets. Mais en fait, c'est ça, c'est la minutie. Et en fait, à la limite, ils ne savent pas ce qu'ils montent. Ah si, quand même, si. Ouais. Il y a des personnes, ils ont fait une formation, ils ont appris le 28-20. À l'école, souvent, c'est le 28-24 de chez ETA, le 28-92, le 64-98 ou 97 qui est utilisé. Vous avez vu, les amis, il vient de Morteau, mais il a quand même les petites spécificités du français en Suisse. Hein. 98 et 98, pour ceux qui ne l'auraient pas saisi. Hein. J'ai vécu pendant 1 an en Suisse quand j'ai travaillé chez Gégère et chez Bulgarie à la Vallée de Joux. Oui, et c'est pour ça qu'ils disent ça joue. Bon, ok, coup de trompette également. Ok, donc c'est différent. Et là, toi, tu viens aider ces opérateurs, parce qu'à un moment, ils font face à des difficultés, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, ce qu'il faut faire, etc. C'est ça? Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une panne ou quelque chose sur un poste et du coup les pièces elles n'ont pas pu s'écouler et du coup on vient seconder la personne, l'aider à un poste, faire la même chose qu'elle pour que ça fluidifie. En fait l'encours il aille plus vite. Donc il y a une affaire de rythme à suivre. C'est ça, oui. Ok. Je comprends. Sur ces 3, j'imagine qu'il y en a d'autres, etc. Vous avez compris les amis, on pourrait essayer d'éclater le record du monde du petite montre entre amis le plus long. Mais là, vous imaginez, là, on va passer les 10 heures, ça va être le marathon de petite montre entre amis. Sur ces 3 exemples que tu nous as donnés, c'est quelle partie que tu préfères, toi? Moi, ce que je préfère, la chronométrie, c'est très technique, et le décotage, parce que c'est varié. Un coup, c'est le chrono qui ne va pas, un coup, c'est le quantième. Il faut chercher, parfois, on cherche
il faut réfléchir, il y a de la réflexion. Et puis, c'est toujours le même calibre, les mêmes calibres, mais c'est jamais les mêmes pannes. Donc, et des fois, il y a même des nouvelles pannes, on n'arrive pas, on va chercher très loin. C'est quel calibre principalement sur lequel tu bosses? La partie chronographe, c'est quand même le gros du business de Breitling. C'est le B01. Le B01, C'est donc le calibre manufacture de Breitling. Ça, oui. Ouais. Et parfois, pour une petite anecdote, on va chercher super loin, et en fait, c'était juste un poil qui s'est coincé quelque part, et un poil suffit pour mettre en panne un mouvement. Un poil de barbe, un cheveu, et puis on va chercher une roue voilée, on va chercher. Donc comment ça se passe pour éviter ça dans les bâtiments? Tu as une blouse, tu as un équipement, tu as une charlotte, il y a beaucoup de ventilation et d'aspiration et tout ça. Il n'y a pas de moquette, j'imagine, au sol. Non, mais on arrive dans les ateliers, il y a comme des attrape-mouches qui sont dans des fermes, mais qui sont au sol, puis on arrive avec nos sabots, parce que nos chaussures sont... Quand tu marches, ça fait chlouk, 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 chlouk. Oui. Ah ouais, c'est bon. C'est ça, et puis un système donc tu peux pas te tirer avant l'heure prévue, parce que sinon on t'entend, quoi. Et il y a un système de ventilation dans toutes les entreprises horlogères pour que les poussières ne s'envolent pas. Bien sûr. Et on a une blouse, oui. Ouais. Et on doit nettoyer à chaque fois l'établi, à chaque fois qu'on Et ça, change de globalement, poste. à part l'organisation elle-même de ce que tu fais, etc., mais c'est globalement les mêmes process chez toutes les manufactures. À quelques détails près, c'est ça. Hein. Ouais. Après, ce qui diffère, c'est les mouvements sur lesquels tu bosses. C'est les mouvements, c'est le process, la ligne d'assemblage, c'est de la production, mais c'est des subtilités dans chaque maison qui fait de la production et qui fait des montres professionnelles. Rolex, Breitling, Omega, c'est toujours plus ou moins à des subtilités près. Donc si demain tu allais bosser pour une autre marque, c'est pas ce que je lui souhaite, les amis de Breitling, bien évidemment. Hein. En fait, tu aurais besoin de t'adapter au process, à la culture, à l'organisation opérationnelle de ce qu'il y a à faire. Et puis à un moment ou un autre, tu te retrouves avec ta Bruxelles, ton tournevis, ton établi, ta loupe, et tu fais ton travail. Après, chaque marque a ses spécificités aussi à connaître. Parce que moi, en tant qu'horloger, je vais être capable en ayant une fiche d'assemblage, avec une nomenclature, un vue éclaté, de comprendre comment le mécanisme fonctionne. C'est toujours organe réglant, organe de transmission. Enfin, organe de transmission, la réserve, le barillet, organe de transmission et organe réglant. Et après, les complications qui viennent s'ajouter dessus, c'est toujours plus ou moins la même chose. Comme a dit M. Claret, dans l'horlogerie, tout a été fait et tout reste à faire. En s'inspirant de ce qui existe, on peut partir dans tous les sens. Je comprends. Mais ça veut dire, là, avec ce que tu dis, c'est que quand tu es au décotage, tu récupères un calibre et tu t'aperçois qu'en fait, le problème vient du ressort, du barillet, etc. Mais il est tout en bas, il faut que tu démontes tout. Je démonte tout. Ah ouais. Les amis, on se régale, franchement, ça montre qu'il faut de l'humilité quand on a un super-héros horloger comme ça. Nous, on est juste des amateurs qui regardons des montres, on les trouve belles, on les trouve moins belles, enfin bref, etc. C'est la vie. En tout cas, Corentin, merci beaucoup pour tout ce que tu nous apprends. C'est passionnant. Vous avez vu comme il a la banane et il a 25 ans. Donc franchement, quand on vous dit ou quand on me dit à moi, l'horlogerie, c'est un truc de vieux, franchement, dites-leur. Venez écouter Corentin dans le comics Petite montre entre amis. Les amis, on enchaîne. J'en ai pas fini avec toi, avec la dernière séquence, ta prochaine montre. Bon, donc là, on a compris que tu as démarré quand même avec une histoire, avec une sœur à Madagascar qui t'a offert une montre, un truc, puis après, tu es devenu horloger. Donc là, j'ai le sentiment quand même que tu es dynamique et tout ça. Tu dois bien avoir une liste de malades mentales des montres sur lesquelles tu aimerais aller demain. C'est sans fin. C'est sans fin. Alors justement, comme à un moment ou un autre, il y a une fin dans un petit montre entre amis, allez, 2-3 modèles où là, vraiment, qui te disent « Waouh, ça me parle, j'ai envie d'y aller. » Je peux négocier sur 5 montres? Allez, 5, grand maximum, mais rapidement sur chacune des montres. Alors, pour commencer, il y a le quartz. Normalement, je ne suis pas très fan, mais il y a Breitling qui a su faire les choses subtilement sur la toute dernière quartz. La quartz avec le boîtier en Breitlight, c'est une matière qui est encore plus léger que le titane, une matière qui a été faite en développement interne, avec le super quartz de chez Breitling, et avec un bracelet rubber caoutchouc rouge. Enfin, moi, je la trouve magnifique. Aujourd'hui, notre tendance, c'est le sport chic. Ça veut dire qu'avec un blazer, un costume, une pièce avec claquante rouge, je trouve ça superbe. Ça, c'est la première. La deuxième? La deuxième, toujours une... comment dire? Encore une Breitling? Encore une Breitling. Attendez les amis, il faut que je vous dise un truc au cas où vous ne vous en souviendrez pas. D'accord? Il n'est pas envoyé par Breitling, sinon il ne serait pas venu. Et vous comprenez? Mais tu es vraiment un gros malade de Breitling en fait. Breitling, ça lie mes deux passions, l'aviation et l'horlogerie, puis ce côté aussi dépassement de soi, des montres prêtes à tout pour l'aventure. C'est bon ça. Les amis, souvenez-vous, on a eu un épisode de Petite montre entre amis avec Lucas, qui a une Zine 903, qui est issue en fait du moment où Breitling n'allait pas bien. Et Zine avait racheté les cadrans de Navitimer. Pour le coup, il fait de la voltige.
D'accord. Les tonneaux, les trucs, les machins. Je vais te mettre en contact avec lui. Je crois bien qu'il a Avec 25 ans plaisir. comme toi. Si je me trompe sur ton âge, Lucas, ne m'en veux pas. Ok, donc une deuxième Breitling. C'est la deuxième Breitling, c'est la Chronomat Ice Blue avec lunettes platine et cadran bleu glace. D'accord. La troisième. La troisième, du coup, c'est une deuxième GMT Batman avec Ouais. bracelet et jubilé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est deux pièces totalement différentes en étant plus ou moins le même modèle. Tu vas pas faire du surf avec. Avec celle-ci, oui. Mais Ouais, avec mais- la deuxième, non, vu qu'elle n'a pas le fermoir, Ok. la sécurité. Ok. Et en quatrième, j'aimerais cette fois-ci de chez Omega, Ouais. une Speedmaster, Ouais. la Moonwatch. Ouais. Et en dernier, Laquelle T'as une, parce que tu sais, les Moonwatch, certes. la toute théoriquement- dernière qui est sortie. Ouais, avec mais alors vert saphir ou pas vert saphir. Ouais. vert saphir. Donc tu veux le logo Omega en applique. Moi, je veux le mouvement apparent et avec le bracelet un peu plus clinquant, avec la partie polie au centre. sûr, puis bien sûr, bien sûr. J'aime beaucoup. Il aime bien le shiny quand même. Hein, vous voyez, l'espèce de poncif, l'horloger tout vieux, tout rabougri. Il veut pas qu'on soit vu derrière son établi. Il se la donne, Corentin. Franchement, ça donne envie de devenir horloger, les amis. Dommage que je sois si vieux. Ça fait 4 et il y en a une cinquième. Là, tu en as une en ta possession, c'est la vente derrière à réfléchir, pourquoi pas. La Rodania que j'ai ici. Black et or. Gérald Genta, ça te dit rien? Ah, la Royal Oak. Mais attends, mais là, tu te rends compte, autant on peut se dire, il a peut-être des prix en tant que salarié Breitling, mais quand même, plus la Rolex, la Royal Oak, il va falloir que tu turbines comme un âne et que tu bosses comme un fou. Hein. C'est ce qu'il faut, il faut se Ouais. fixer des objectifs et Mais faut faire sur pour les atteindre. 5, là, dans les vraiment celles qui pour toi et vraiment te fait kiffer et sur lequel c'est une affaire de quelques mois, quoi. Tu vois, c'est laquelle? Ah, la Super Quartz. La Super Quartz. Ouais. Celle-ci, franchement, d'habitude, je suis pas trop quartz, mais je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, moi. Tu l'as essayé? Je l'ai essayé Et plusieurs en quel fois. diamètre? Ça va être du 41, Ouais. et puis on la sent même pas au Et poignet. avec ton poignet de poulet, là, tu vas y arriver? Ça va être nickel. Ouais. Celle-ci, va être nickel. je vais pas pencher parce que c'est Ah. du Brett Light. Celle-ci, je vais même pas la sentir. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On va lui souhaiter quoi? On va lui souhaiter que l'une de ces 5 montres, quand il l'a, eh ben, il revient nous voir. On fait un petit street watch dans la rue à Paris, soit avec une Breitling Super Quartz, soit avec d'autres Breitling, soit avec une Bad Girl, parce que c'est la Bad Girl finalement. C'est ça. Eh ouais, il a gagné 3-0, forcément, il le sait, tout ça. Ou alors une Royal Oak. Là, j'ai peur quand même que Royal Oak, tarif catalogue, c'est cher. Il n'y en a pas. D'occasion, c'est encore plus cher. Ouais. Va falloir que Voilà. va falloir que ma marque cartonne. Ça marche, les amis. Corentin, merci beaucoup. On s'est régalé une nouvelle fois. Comment on fait pour participer? Eh ben, on fait comme Corentin. www.dailyshoes.fr. Vous mettez le modèle de montre dont vous avez envie de parler. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. Alors là, Corentin, il vient de Morteau. Ça veut dire que vous pouvez aussi venir de province, de l'étranger, de n'importe où, d'où vous voulez. Dans ce cas-là, on peut faire un petit montre entre amis ou un streetwatch. Et sinon, on fait à distance duel time ou battle avec un collectionneur si vous avez plusieurs montres. Voilà, ce qui compte, c'est ce que vous aimez. On a bien vu ce qu'il aime. On voit qu'il sait des choses, ça c'est passionnant. Si vous savez rien, c'est pas grave. C'est l'émotion qui prime. Allez, ciao ciao!